Bonjour à toutes et tous. Je suis Laurent Monzon, je suis directeur de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, et c'est moi qui vais vous présenter ce 11-12. Euh, je vous fais peut-être pour commencer un tout petit rappel technique, notamment concernant vos micros, hein, qui doivent être restés éteints, mais ils le sont tous pour le moment. Merci aussi de penser à renommer vos écrans avec vos noms et prénoms, si c'est pas le cas, afin de faciliter pour nous aussi l'émargement. Euh, vous pouvez évidemment passer par le chat, hein, qui est ouvert. D'ailleurs, il est déjà utilisé, donc merci. Il est évidemment possible pour vous aussi de prendre la parole au cours de ce 11-12 en levant la main à l'aide de l'icône en bas de la fenêtre Zoom que vous avez. Voilà, je suis on va laisser peut-être les personnes arriver pour l'instant. Il y a encore des retardataires. Je vous rappelle que la programmation se fait par les suggestions de sujets qui sont déposées par les professionnels sur l'outil La Parenthèse. Donc, il est possible de liker ces propositions. Et plus le sujet est plébiscité, plus tôt il sera inscrit dans la programmation, hein. C'est comme ça que on compose cette programmation du 11-12, tantôt avec des sujets autour du patrimoine ou plus généralement de la lecture publique. Je vous rappelle aussi que tous les numéros du 11-12 sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'agence via une playlist dédiée. Et on vous mettra aussi dans le chat à la fois le lien d'accès à l'outil de la parenthèse et le lien d'accès à la playlist dédiée, où vous pourrez retrouver effectivement tous les anciens numéros du 11-12 sur cette chaîne, et ça fait déjà une assez belle collection. Voilà. S'il n'y a pas de questions pour le moment préalable, donc je vais vous présenter Morgane Didier, qui a bien voulu répondre à notre invitation, et je l'en remercie. Donc Morgane Didier est restauratrice, euh, fait du conseil des prestations en conservation préventive dans l'Isère, donc elle est installée pas si loin de Lyon, on vient d'en parler. Elle est par ailleurs chargé à titre bénévole de la coordination des sections locales au Bouclier Bleu France. Et nous l'avions déjà rencontré à l'occasion de la commission patrimoine que l'agence organise avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes au mois de mars sur justement ces questions de conservation préventive. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler non pas de conservation préventive, mais déjà de tous les invités indésirables de vos collections. Donc, on va parler moisissures, parasites, bactéries avec vous, Morgane. Et, euh, et je vous rappelle que vous pouvez évidemment poser des questions, puisque ce 11-12, il est programmé à votre intention et sur vos demandes, et que, évidemment, il ne faut pas que vous hésitiez à poser des questions, soit via le chat, soit en levant la main. Euh, Morgane, je vous laisse la parole et je Oui. vous remercie une nouvelle fois d'être avec nous. Et merci aux internautes que je ne vois pas, mais que j'espère présents pour cette intervention de Morgane Didier. Bonjour à tous. Alors, je voudrais partager mon écran. Normalement, Euh, est-ce que vous pouvez accepter la demande pour que je puisse diffuser mon... Alors, je viens de t'autoriser à le faire. Alors, je vais relancer. Euh, Hop, ok. Euh, Ça me cache la barre. Alors, attendez,
J'essaye juste de... J'arrive pas à voir mon écran. Euh, Voilà, merci. Hop là. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Donc, on va parler des infestations dans les collections des bibliothèques. Pour ce webinaire, on va s'axer sur trois grands thèmes, les infestations de moisissures et bactéries, les insectes et les petits mammifères. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais revenir sur une petite définition de ce qu'est une infestation. Tout d'abord, pour rappel, dans notre quotidien, on a en permanence des moisissures, des bactéries, des insectes autour de nous. C'est ce qu'on appelle le bruit biologique. Et une infestation, ce sera un pic d'activité de ce bruit biologique lié à différents facteurs environnementaux, on va le voir, ou à l'activité humaine. Donc avec ce webinaire, on va un peu passer en revue les différentes infestations que l'on pourra croiser. Tout d'abord, on va commencer par les moisissures. Alors les moisissures, ce sont des organismes unis ou pluricellulaires qui sont composés d'un mycélium, donc c'est un peu le cœur du champignon, qui va se développer en digérant le substrat sur lequel il veut se propager, en l'occurrence nos ouvrages, nos papiers, etc. Ces champignons, ces moisissures, ils vont notamment produire des pigments et des enzymes indélébiles. Ce sont les taches de couleur que l'on va notamment pouvoir observer. Et il va avoir la particularité aussi de propager des spores par les courants d'air, les vêtements, les frottements, mais aussi les insectes. Et il peut également propager des spores humides via l'eau. Alors, comment reconnaître quand on est en face d'une infestation de moisissure relativement active? Tout d'abord, cette moisissure, elle va se développer sous certaines conditions, avec une température autour de 20 degrés, une humidité relative supérieure ou égale à 60%. Mais il faut savoir que la température idéale, et l'humidité peut être plus basse et ça peut suffire aussi. Alors ces moisissures, elles aiment se développer dans un milieu plutôt acide, ce qui est le cas de la plupart des collections de bibliothèques telles que les papiers, les cuirs notamment. Je pense notamment aux tanins qui sont contenus dans les cuirs des reliures, mais aussi le papier à base de pulpe de bois, etc. Ils vont également se développer s'il y a des présences de matières organiques, donc bien sûr les livres, mais aussi le mobilier, la poussière, les plantes ou les denrées alimentaires qui peut y avoir, par exemple, dans les bureaux à côté des collections. À côté de cela, on a les bactéries, qui ne sont pas, qui sont d'une famille différente. Ce sont des organismes unicellulaires qui sont classés entre le règne animal et le règne végétal. Ils peuvent se diviser en plusieurs milliards en moins de 24 heures. Ils produisent également des pigments et des enzymes indélébiles. Et ils puisent leurs énergies grâce à la lumière ou le plus souvent avec des composés ou des substances organiques. Hydrogène, oxygène, carbone, glucides. Ce sont des éléments qui sont contenus dans nos collections. Ça fait partie des molécules qui sont dans les papiers et les ouvrages. La plupart puisent l'énergie dans l'oxydation de substances organiques. Par exemple, un papier ou un cuir un peu vieillissant, il va s'oxyder naturellement et c'est là qu'elles peuvent notamment se développer. Et certaines espèces peuvent disperser des spores aussi. Alors, comment reconnaître une infestation de bactéries? Alors là aussi, il y a un milieu favorable à reconnaître. La bactérie va également, tout comme la moisissure, aimer un milieu plutôt humide. Par contre, à l'inverse de la moisissure, elle ne présentera pas de relief, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'espèce de relief de mousse comme on peut le voir très facilement sur une moisissure. Elle peut également se développer dans un ouvrage, en plein cœur d'un ouvrage, sans qu'il n'y ait de signes extérieurs visibles au premier abord. Après, le simple aspect visuel ne peut pas vous aider à déterminer s'il s'agit d'une moisissure, donc de la famille des champignons, d'une bactérie. Pour cela, il va vraiment falloir faire une identification avec un prélèvement
et après envoyer le prélèvement dans un laboratoire de biologie. Alors, pour la petite anecdote, la photo de droite est la main d'un enfant mis dans une boîte de pétri. Voilà, un petit schéma qui reprend un peu les milieux favorables selon s'il s'agit de champignons, de bactéries ou divers éléments. On peut voir qu'il y a quand même des seuils plus ou moins importants et assez déterminants. Et pour illustrer, je vous ai mis quelques illustrations d'infestations assez avancées et pas assez prises en compte à temps et qui peuvent provoquer des pertes assez importantes. Alors, bon, à gauche, il s'agit d'un dégât des eaux où il y a eu une infestation et avec des dépôts d'enzymes indélébiles qui entachent fortement la lecture du texte. À droite, il s'agit d'une infestation très importante qui est apparue sur les ouvrages, mais aussi sous le lino d'un magasin de stockage. Donc, ils ont dû enlever le lino, faire un traitement et faire un système de ventilation et d'assèchement du local pendant très longtemps avec des radiateurs et des ventilateurs. Et enfin, à droite, des ouvrages d'archives qui sont restés un peu trop longtemps dans une cave, dans un milieu frais et humide, où il y a eu un développement de moisissures très très important, jusqu'à arriver à un stade d'humidité et d'infestation. Les ouvrages se sont considérablement détériorés et déformés également. Alors, que peut-on faire lorsqu'il s'agit d'une infestation de moisissures? Tout d'abord, on panique, on essaye de ne pas paniquer de suite. On essaye d'analyser et de vérifier les ouvrages sans non plus trop les ouvrir de manière énergique pour ne pas disperser davantage les éventuels spores qu'il pourrait y avoir. On essaye de déterminer la quantité d'ouvrages infestés et essayer de documenter l'infestation, très important pour la suite. On va dire que si on voit que c'est une infestation qui se limite à une tablette ou à une ou deux tablettes, on peut éventuellement déterminer que c'est quelque chose de gérable en interne. Et donc dans ce cas-là, il faut impérativement se munir d'un matériel de protection adapté, c'est-à-dire des gants jetables, un masque, une blouse, voire également des lunettes de protection pour se protéger soi-même des spores. On essaye également de préparer, de trouver un local isolé du magasin, un espace ventilé et dégagé, avec du mobilier que l'on peut laver avec un peu d'éthanol ou du produit de nettoyage avant et après l'opération. Dans ce local, on va isoler les documents que l'on soupçonne d'être infestés. On va les sortir du magasin, on va les emballer dans une boîte en veillant à les manipuler le moins possible afin de ne pas répandre les spores. Et dans un délai assez court, on va essayer de monter une petite équipe pour justement dépoussiérer ces ouvrages. Donc, dans un premier temps, on les isole. Pendant ce temps, on prépare nos équipes, on prépare les équipements. Euh, et pour ce faire, on doit impérativement se munir, par exemple comme ici, d'un aspirateur avec un petit embout et un variateur muni d'un filtre HEPA. D'ailleurs, il me semble que le service DRAC Livre et Lecture dispose de cet aspirateur et peut le mettre à disposition des bibliothèques qui n'en sont pas équipées. Enfin, après ce nettoyage assez doux et minutieux, euh, il faut- il est impératif de remettre les ouvrages en quarantaine afin d'observer leur évolution. Et ça va être important pour voir si ce simple dépoussiérage suffit à endiguer l'infestation ou si l'infestation est vraiment très virulente et active. Et dans ce cas-là, il faut se rapprocher de prestataires externes parce qu'on fait face à une infestation de grande ampleur. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment se rapprocher d'organismes comme la BNF qui pratique l'oxyde d'éthylène pour la désinfection, mais aussi Art Nucléaire qui pratique une désinfection avec des rayons gamma. Donc c'est deux systèmes différents, sachant que Art Nucléaire est beaucoup plus près de Lyon puisqu'ils sont à Grenoble.
Malgré ces traitements de masse de désinfection, il ne faut pas oublier que lorsqu'ils reviennent dans votre bibliothèque, il faut impérativement dépoussiérer ces ouvrages. Parce que le traitement ne fait que, normalement, tuer les moisissures au cœur, mais il y a toujours ces spores qui sont présents sur le livre. Ils ne sont pas dépoussiérés. Donc il faut vraiment passer par cette étape de dépoussiérage pour vraiment se débarrasser des dernières spores, même si elles sont mortes, et avant de remettre les collections dans les magasins de stockage. Il faut aussi savoir qu'il est possible que ces collections, une fois qu'elles aient été infestées et traitées, ça reste quand même des collections qui gardent une certaine sensibilité à une infestation ultérieure encore. Donc il faut être assez vigilant, d'où le fait de documenter les infestations que l'on a pu rencontrer, savoir à peu près les côtes qui ont été sujettes à une infestation et avoir un petit historique de ce qui s'est passé. Si vous avez des doutes et que vous avez besoin de faire des petites analyses ou des diagnostics, sachez que la BNF ou le C2RMF propose en ligne des petites fiches réflexes très très bien faites pour faire soi-même des autodiagnostics avec du matériel que l'on trouve très facilement sur les sites spécialisés. Donc, je vous invite à aller voir ces fiches parce que cela permet parfois de ne pas trop s'emballer trop vite et d'être plus autonome en interne dans son institution sur la gestion de ce type d'infestation. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie qui sont donc les infestations d'insectes. Je vous ai mis le petit schéma du cycle de vie d'un insecte, à savoir l'œuf qui devient une larve, qui vient ensuite une nymphe pour ensuite avoir sa forme définitive d'adulte. Là aussi, les insectes ont un milieu pour avoir un développement très favorable, à savoir une température adéquate qui va plus ou moins fluctuer selon l'espèce. Pareil pour l'humidité relative, le substrat qu'elles vont manger, donc leur nourriture, et peu ou pas de lumière ou éventuellement plus ou moins sensible également aux vibrations ou aux agitations. Parfois, un seul de ces facteurs suffit à leur développement et avoir ce pic dans le bruit biologique dont on a parlé tout à l'heure. Donc parfois, il suffit de bouger un curseur comme le climat, l'hygrométrie pour ralentir ce pic. Mais il faut savoir que dans les insectes, le plus pénible à endiguer, ce seront les œufs, parce que c'est vraiment, dans le cycle de l'insecte, c'est vraiment le stade le plus rustique. Il va vraiment falloir le contraindre à des biocides ou à des traitements très très froids avec de la surgélation pour vraiment en venir à bout. Ils sont très coriaces. Donc, on va pas rentrer dans tous les insectes que l'on peut rencontrer dans nos bâtiments. Je me suis concentrée sur les espèces que l'on croise le plus souvent. Tout d'abord, la vrillette du pin, qui a une période d'activité entre avril et septembre à peu près, qui aime un climat entre 22 et 25 degrés et qui peut avoir un cycle assez rapide selon si on est dans cette fourchette. Les dégâts constatés, on les voit à l'écran, ce seront des galeries dans le papier, puisque c'est l'une des matières qu'elle mange le plus. Elle va particulièrement aimer l'amidon présent dans le papier, la colle des reliures. Elle aime également parfois se nourrir de la chitine, donc, qui se trouve sur le cadavre ou les mues d'autres insectes. Donc parfois laisser avoir des collections pas très entretenues avec beaucoup de poussière et de cadavres d'insectes à droite à gauche, ça peut aussi donner un terrain favorable à un pic d'infestation d'autres insectes. Elle va également beaucoup aimer tout ce qui est collagène, donc ce qu'on retrouve dans le parchemin, dans le cuir, mais aussi les végétaux, les herbiers, les fibres textiles. Voilà. Elle est polyphage, donc elle va pas être très difficile sur le menu.
Il y a également la petite vrillette qui, elle, va plutôt être xylophage, donc qui va plutôt s'attaquer au bois, qui a une période d'activité de mars à août et qui va bien aimer un climat autour de 22 degrés et entre 50 et 60% d'humidité. Euh, les dégâts constatés seront également des galeries avec énormément de trous, comme on peut voir ici. On peut également retrouver les déjections dans les vermoulures et elle va être attirée par la lumière naturelle et les UV. Donc pour les matériaux infestés, ce seront surtout les parties tendres du bois, donc plutôt les produits manufacturés comme les étagères, les reliures avec des pièces en bois à l'intérieur, euh, et voir les parties très denses comme la charpente s'il a déjà été un petit peu fragilisé par des champignons un peu vieillissants. Et elle va pouvoir également manger le papier qui contient de la lignine. Donc tout ce qui est papier moderne à partir du 19e avec de la pâte à bois, ça peut également lui convenir. Enfin, il y a également le poisson d'argent que l'on rencontre aussi parfois dans nos salles de bain puisqu'elle aime un climat assez humide, autour de 75-97% d'humidité. Les dégâts constatés, ça va être vraiment des abrasions, de très petits trous réguliers, comme on peut voir ici sur cette couvrure, des taches jaunes aussi. Par contre, elle craint la lumière, elle craint la lumière en général. Donc souvent, les magasins de stockage qui sont plongés dans le noir une bonne partie du temps, elle va plutôt apprécier ce type d'endroit. Sachez qu'elle a quand même des prédateurs naturels comme les araignées et les fourmis. Et pour finir sur les insectes, le psoc, qu'on appelle aussi le pouls du livre. Donc lui, il est plutôt xylophage, il est vraiment très petit. Alors j'espère qu'on le voit à l'écran. Donc il y a une pièce de 1 centime et il y a un tout petit point marron à droite. C'est un psoc. Mais voilà, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que c'est un tout petit insecte mais gros dégâts, puisque de fait les infestations se voient vraiment quand il y en a beaucoup et qu'on a un peu l'œil dessus, ou que l'on a des résultats comme on peut voir ici, un texte complètement abrasé en surface avec de fait des lacunes des lacunes de texte. Donc lui, il va bien aimer une température assez élevée et une hygrométrie assez haute. On en trouve parfois de manière solitaire, mais on n'est pas trop raison de s'inquiéter. Par contre, vu qu'ils vivent beaucoup en colonie, là, il va vraiment falloir s'inquiéter si on en croise. Puis il y a vraiment cet aspect de broutage de la surface pour ce qui est du psoc. Il va beaucoup aimer la colle contenue dans les reliures, les herbiers, les plantes vivantes ou séchées, ainsi que les animaux naturalisés. Voilà. Donc, comme on a vu, les insectes ils sont tous quand même dans un climat favorable que l'on a dans nos collections. Alors, je vous ai mis également autres indicateurs que l'on peut croiser dans ce qui est des insectes, avec quelques remarques intéressantes, à savoir trois prédateurs naturels d'autres insectes. Alors, je ne dis pas qu'il faut les laisser tous vivants parce que comme ça, ils mangeront vos insectes et vous n'aurez pas de problème d'infestation. Par contre, ça peut être un indicateur si vous trouvez que ces espèces-là sont assez présentes dans vos bâtiments, qu'il y a peut-être un pic d'une autre espèce d'insecte parce que du coup, il y a des insectes au menu, donc ils sont relativement présents dans vos bâtiments. Donc, les araignées. Les scutigères qui aiment plutôt les zones chaudes, humides et dans le noir, mais aussi les mouches puisque c'est un insecte assez opportuniste qui va beaucoup aimer les micro-organismes et les cadavres d'autres insectes. Autre insecte indicateur assez intéressant, c'est les cloportes et les blattes qui aiment un milieu assez humide. Ça peut être un indicateur pour certaines espèces d'insectes qui aiment les climats assez humides, comme les poissons d'argent, mais ça peut aussi peut-être être un signe d'alerte pour d'autres infestations, comme par exemple les moisissures que l'on a vues juste avant. Donc, comme tout à l'heure, quand on a une suspicion d'infestation d'insectes, que faire? Alors d'abord, je vais rester là-dessus.
Tout d'abord, les premiers signes d'alerte qu'il peut y avoir une infestation, notamment les nombreuses toiles d'araignée, comme je parlais juste avant, qui indiquent qu'elles trouvent assez facilement des proies, des carcasses et des fragments d'insectes, comme des ailes par exemple. Des galeries d'insectes avec de la sciure, ça peut être intéressant de faire un bon nettoyage et voir si la sciure réapparaît. Et ça donne un indicateur pour savoir s'il y a encore du monde dans votre mobilier. Et d'autres signes d'alerte sur les objets, cette fois, toujours ces traces de sciure ou de déjection qui peuvent sortir des livres. Si vous rencontrez également des petits œufs ou des déjections, là c'est vraiment axé sur les collections et là il va y avoir besoin d'avoir un réflexe de mettre en quarantaine, éventuellement dans une pochette zippée pendant donc 40 jours, histoire de voir s'il y a par exemple des insectes ou des larves nymphes adultes qui sortent de l'ouvrage ou des ouvrages. Dans tous les cas, si vous avez vraiment un doute sur un pic, donc une infestation peut-être en cours, tout d'abord, ne pas écraser les insectes, essayez de les capturer. La méthode la plus simple, c'est de prendre un bout de scotch et d'essayer de le capturer dessus et de sans l'écraser. C'est pas toujours évident parce qu'il y en a, ils sont assez rapides. Je pense notamment aux poissons d'argent qui sont malgré tout assez reconnaissables et plus faciles à identifier que certaines espèces de vrillettes. C'est le plus simple et le plus rapide et il permet d'identifier l'insecte. Identifier l'insecte, ça permettra de comprendre les éléments déclencheurs de votre infestation. Est-ce qu'il y a des denrées alimentaires qui sont là alors qu'elles ne devraient pas être là? Est-ce que vous avez un climat humide? Est-ce que ça montre qu'il y a peut-être un gros nettoyage de vos collections et de vos locaux à mettre en place parce qu'elles trouvent un peu trop facilement à manger apparemment? Voilà, ça permettra vraiment de voir ce qu'il aime manger, quel climat il est, dans quel climat il aime habiter, et donc trouver les curseurs à ajuster dans votre bâtiment. Ça permettra peut-être aussi de trouver le nid ou la source d'infestation. Donc scénario 1, les infestations faibles. Vous trouvez de la sure, vous trouvez par exemple une petite infestation, parfois. Faire simplement, entre guillemets, un nettoyage de la tablette ou du rayonnage ou de la zone, entre guillemets, un peu large peut suffire. Là, par exemple, c'était des reliures médiévales où il y avait pas mal de sures qui tombaient. Il y a eu un gros nettoyage qui a été fait. Ils ont été mis en pochette zippée. Et ils ont été mis en quarantaine, donc 40 jours, pour voir s'il y avait encore de la sueur qui sortait ou s'il y avait des larves ou des adultes qui apparaissaient. Donc 40 jours, levé de doute, on va dire, et puis ils ont pu réintégrer les collections sans problème. Alors ça, c'est la version simple. Si vous avez une petite infestation, vous pouvez aussi vous équiper avec des systèmes d'anoxie. Il existe des petits kits quand il y a des petites quantités, donc ce qu'on appelle une nanoxystatics. Donc ça fait le vide d'air dans une pochette et faut le laisser assez longtemps et normalement ça permet de tuer les adultes, les nymphes et peut-être s'il y a des œufs, mais les œufs sont très coriaces et parfois ils peuvent survivre très longtemps sans air. Donc c'est compliqué. Autre levier, si c'est une petite infestation, vous pouvez voire pour congeler vos collections. Donc là, il y a une petite préparation des collections à faire. Et là aussi, toutes les collections ne peuvent pas aller en congélation. Je pense notamment aux livres contenant du parchemin, les reliures en cuir, c'est un peu plus délicat. Et là, pareil, il faut le laisser assez longtemps. Et alors, le mieux, c'est même de faire une surgélation et après une congélation. Euh, donc voilà, ça ce sont les deux leviers que vous pouvez faire. Alors scénario 2, vous êtes face à une infestation un peu plus importante. Donc là on est plus à l'échelle de plusieurs travées, voire d'un magasin entier. Donc encore une fois, on passe par l'identification, connaître les insectes en présence, comprendre comment ils sont arrivés là.
On cherche dans les recoins, dans les boîtes, etc. On essaye de reconnaître l'espèce et là, par contre, il va vraiment falloir faire appel à des prestataires pour décontaminer. Donc là, on est plus sur des anoxies dynamiques d'assez grand format. Il me semble que Art Nucléaire propose cette prestation, ainsi que la BNF et d'autres entreprises. Il faut aussi réfléchir à s'il faut faire passer un prestataire pour nettoyer et passer au biocide les locaux, selon la nature de votre infestation. Donc, avant d'en arriver là, il y a quand même plusieurs outils de prévention que vous pouvez mettre en place. Tout d'abord, des pièges à phéromones qui sont propres à chaque insecte. Vous pouvez avoir ça ou des pièges alimentaires, car pour certains insectes, il n'y a que ça qui marche, comme les poissons d'argent par exemple. Cela vous permet de mettre en place une veille sanitaire, c'est-à-dire que vous pouvez les laisser, vous voyez qu'il y a des choses dessus. Et ça vous permet de voir si c'est à peu près dans un bruit biologique acceptable ou si on est vraiment avec un pic de quantité assez important. Sachez que vous pouvez aussi utiliser les pièges à glu que l'on utilise pour les rats. Ils sont parfois plus efficaces et un peu moins chers selon les espèces que vous voulez surveiller. Vous pouvez également vous équiper de désinsectiseurs à lumière verte qui sont assez efficaces pour les insectes volants et xylophages. Au-delà de ça, vous pouvez aussi agir sur votre bâtiment. Donc vérifier que vous avez des bonnes évacuations, vérifier qu'il n'y ait pas de trous enfin, au niveau des huisseries, que vos huisseries sont hermétiques. Vous avez vraiment une veille à faire là-dessus. Mais on en reparlera juste après. Je voulais finir avec la dernière infestation, les rongeurs. On y pense un peu moins, mais quand on est en pleine ville, à côté d'une voie ferrée, quand on a un bâtiment un peu ancien, avec des demi-paliers, des niveaux, enfin voilà, des petits trous dans le bâtiment, ça peut arriver, surtout quand on commence à faire frais comme maintenant et qui cherche un petit coin chaud pour passer l'hiver. Euh, c'est pas rare. Donc vigilance dès les premiers froids. Il faut vraiment essayer de trouver quelles sont leurs nourritures et où est le nid. Et parce qu'après, on peut avoir des dégradations assez importantes, comme on peut voir des pages grignotées, voire de la dentelle pour faire le nid au milieu des ouvrages ou des collections de papier un peu laissées en vrac. Ça, c'est déjà arrivé. Donc, pour finir, je voulais revenir sur les trois sources d'infestation sur lesquelles on peut agir pour prévenir les infestations qu'on a vues. Donc, le climat, connaître son bâtiment, éventuellement les points faibles où une infestation pourrait entrer, on va dire. Et enfin, l'entretien des locaux et des collections qui sont un peu liés au deuxième. Donc, comme on a vu, toutes les infestations surviennent très souvent avec ces quatre facteurs, c'est-à-dire la chaleur, l'humidité, un renouvellement d'air pas assez doté, et enfin la saleté dans le sens peut-être un ménage ou un entretien pas assez minutieux. On va commencer par le facteur du climat. Alors, je ne vais pas rentrer dans les explications sur le climat, je voulais juste revenir sur cette courbe qui montre le lien entre l'hygrométrie et la température, c'est-à-dire quand la température augmente, l'hygrométrie baisse, et inversement, quand la température baisse, l'hygrométrie augmente. On a vu que toutes nos infestations sont quand même très sensibles à une température et à une hygrométrie assez particulières. Donc parfois, faire baisser l'hygrométrie pour notamment les moisissures et renouveler l'air peut permettre vraiment d'endiguer une infestation de ce type. Il y a ensuite quelques petites subtilités si vous avez un bâtiment neuf ou ancien. On peut penser que vu que l'on a un bâtiment neuf, on peut être à l'abri de ce type d'infestation.
Malheureusement, non. Les poissons d'argent sont quand même souvent la plaie des bâtiments neufs. Ça fait partie vraiment des infestations assez courantes. On peut également avoir des problèmes d'infestation qui peuvent venir de systèmes de traitement de l'air où les filtres ne sont pas assez efficaces pour enrayer certaines infestations, ainsi que les coves qui peuvent faire passer. On peut aussi avoir des problèmes de portes qui restent ouvertes, de portes de secours mal refermées, et à partir de là, on peut avoir des insectes ou voire des rongeurs qui s'invitent dans votre bâtiment. Pour ce qui est des bâtiments anciens, parfois on est un peu plus exposé dans le sens où on maîtrise parfois plus difficilement la température et l'hygrométrie. On est parfois confronté à beaucoup de petits recoins, des demi-niveaux. Il est parfois assez difficile d'avoir un entretien très poussé de tout le bâtiment et des locaux. On peut aussi avoir très facilement des petits espaces dans les huisseries ou dans les toits. Donc là, on peut avoir des oiseaux, des rongeurs qui peuvent s'infiltrer. Je pense notamment aux loirs, qui font partie des rongeurs qui peuvent abîmer les collections. Donc là, c'est pareil, il faut vraiment avoir une petite veille sur le bâtiment, veiller à empêcher la nidification des oiseaux qui peuvent eux aussi amener des insectes. Garder les déchets à bonne distance du bâtiment si c'est possible, vérifier les bouches d'air, la ventilation. Euh, Garder les portes et les fenêtres fermées quand c'est possible, même si effectivement en plein été c'est parfois très difficile. Et surtout maintenir les locaux propres. Je voulais juste revenir sur le cas des polluants et de la poussière. Il faut se rappeler que la poussière, c'est un amas de beaucoup d'éléments. Il y a notamment des petits organismes comme des œufs d'insectes. Il y a également des micro-organismes, des bactéries, des moisissures qui sont véhiculées dans les particules de poussière. Tout ça mélangé avec des fragments de peau, de tissu, de sable, de poussière, donc des choses dans lesquelles les insectes et les moisissures peuvent se nourrir pour démarrer une infestation. Donc pour conclure, je voulais aussi revenir sur trois leviers sur lesquels on peut aussi agir pour prévenir ces infestations: le dépoussiérage et l'entretien, le conditionnement et la veille sanitaire. On a vu que les insectes et les rongeurs aussi, mais surtout les insectes, n'aimaient pas beaucoup le mouvement, les collections bien propres, donc n'hésitez pas. Les campagnes de dépoussiérage et d'entretien des locaux sont vraiment déterminants. D'une part pour enlever la poussière, mais dans cette poussière, il peut aussi y avoir des œufs d'insectes qui peuvent lancer une infestation. Cela permet d'éviter également des débuts d'infestation de moisissures. Et ça permet vraiment d'avoir un levier, un entretien des collections, ça permettra vraiment d'agir sur tous ces types d'infestations en même temps. Le conditionnement qui va plus être là en tampon ou en protection supplémentaire par rapport à un climat défavorable ou peut-être justement une difficulté à entretenir les locaux de manière assez poussée et pérenne. Donc ça permettra d'avoir un rempart. Après, le piège, ça peut être aussi que ça peut cacher des collections ou un début d'infestation à l'intérieur. Donc bien entendu, si vous lancez des campagnes de conditionnement, on veillera à faire une campagne de dépoussiérage juste avant, histoire de ne pas enfermer les éventuelles infestations dans les boîtes. Et enfin, la veille sanitaire. Là, on peut l'appliquer aux infestations, mais elle peut être aussi de manière générale pour avoir un peu un œil sur l'historique et ce qui se passe dans notre bâtiment. Euh, ça, perm- ça permet vraiment d'avoir au quotidien de savoir comment se comporte son bâtiment et ses collections face à ces infestations, ne serait-ce que pour avoir un historique des éventuelles pannes ou choses qui se sont passées.
Je vous renvoie notamment à ce document du bouclier bleu qui a été fait pendant le confinement du Covid, mais qui est très adapté même pour une veille sanitaire pour les infestations, car il donne toute la méthodologie pour mettre en place une veille sanitaire. Ça peut être simplement de passer régulièrement dans tous les locaux, et notamment ceux qui sont peut-être externalisés ou les locaux dans lesquels on va moins souvent, parce qu'on a vu que les insectes, les rongeurs notamment, aiment bien les coins où l'on passe assez peu. Et ça permet de mobiliser notamment le reste de son personnel aussi sur ces questions et ces sensibilités. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. J'espère que je suis pas allée trop vite. En tout cas, n'hésitez pas si je suis passée un peu vite sur certains points pour poser vos questions. Alors, Alors, si vous avez des questions, on est, on est à votre écoute. Peut-être vous pouvez éventuellement je vais soit nous enlever faire le signe partage. avec en levant la main, soit en apparaissant même à l'écran, soit via le chat. Euh, Peut-être en attendant, Morgane, moi, juste en vous écoutant, parce que je suis absolument pas spécialiste de cette question, mais quand vous parliez des infestations massives, et vous disiez qu'il y a un moment, il faut faire appel à voilà, des entreprises extérieures, c'est quel type de prestataires? Est-ce que c'est des prestataires privés? Ça n'a rien à voir avec... Alors il y a la BNF qui du coup pourra faire une prestation facturée, même si c'est une institution publique. Après oui, ce Hmm, sera surtout des prestataires privés. Je pense notamment à Hygiène Office, Art Nucléaire pour les désinfestations, par anoxie pour les insectes ou par les rayons gamma pour tout ce qui est moisissures et bactéries. Voilà, donc la BNF fait plutôt de l'oxyde d'éthylène, ils ne font pas de rayons gamma et ils font également des désinfections. Et après, je ne sais plus s'ils font les anoxies, mais c'est fort possible. Après, vous avez également les systèmes d'anoxie qui sont plutôt rattachés à tout ce qui est désinfection, mais vraiment industriel. Mais alors là, il faut un peu plus regarder les prestations, le cahier des charges proposés sur les biocides, etc. Et pour ce genre de choses, c'est des gros budgets ou Alors, j'avoue que je ne saurais pas trop ouais, dire ok. Ça, c'est pas- les budgets. Moi, il m'est arrivé souvent de passer, en fait, par contre, à l'étape d'après, c'est-à-dire de passer à l'étape de dépoussiérage après traitement de désinfection sur des moisissures, parce qu'ils n'avaient pas le temps ni le personnel en interne pour le faire et remettre les collections assez rapidement en état de consultation. D'accord. On a deux questions. Peut-être Fanny Venuti, si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour, Bonjour. merci. Bonjour. Moi, j'avais une petite question parce que ça arrivait deux, trois fois de retrouver des lézards dans les réserves. Qu'est-ce qu'il en est de ce type de d'animal? Et est-ce que vous vous souvenez si c'était plutôt en hiver ou en été? De mémoire, c'était plutôt en été. D'accord. Bah alors, ça peut être intéressant de noter, enfin d'avoir un petit registre veille sanitaire justement avec en pointant cela, parce que pour moi du coup ça voudrait pouvoir dire qu'ils trouvent des insectes à manger peut-être. Ce sera en hiver, ils chercheraient éventuellement un coin avec des insectes au menu, voire mais plutôt peut-être pour hiberner. En été, c'est vrai que ça peut faire partie des espèces avec un petit point de vigilance. Ça peut être aussi le marqueur qu'il y a des fenêtres ou des portes qui restent peut-être un peu trop ouvertes. Et du coup, ça laisse la place à des animaux, des insectes pour rentrer un peu trop facilement. Ben, en plus, les deux fois où je les ai trouvés, c'était vraiment vers la porte d'entrée, mais la porte d'entrée, a priori, était restée fermée. Alors, est-ce que le lézard est aussi capable, comme les rongeurs, de s'aplatir et de passer sous la porte? Alors, il me semble qu'ils ont quand même. Alors, je sais plus s'ils s'aplatissent comme les rongeurs, mais c'est vrai qu'ils peuvent quand même passer dans des zones vraiment très petites.
Il y a peut-être juste, alors c'est vrai que j'ai pas abordé ce terme dans mon PowerPoint, alors qu'on en parle assez souvent pour ce qui est des insectes. Quand on parle du bruit biologique ambiant, on parle aussi des touristes. C'est-à-dire des insectes ou des animaux comme ça qu'on trouve à droite à gauche parce qu'ils ont eu une opportunité, ils ont vu une porte ouverte, ils sont passés. Mais c'est vrai que si ça devient récurrent, faut peut-être effectivement être un peu plus vigilant, oui. Bon, en 7 ans, ouais, c'est arrivé 2 ou 3 fois, donc je trouve Ah que bon, ça va. Je pense que voilà. ça peut faire partie des touristes. Oui, c'est ça, qu'il est arrivé un peu là par hasard. En plus, à chaque fois que je les ai trouvés, ils n'étaient pas très vifs, donc je pense qu'en plus, Ah ouais, arriver dans les réserves où il fait du coup plus froid qu'à l'extérieur, je pense que ça a dû ouais. un peu les... Pfiou. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Morgane, il y a une question donc plus spécifique. Je vous la lis. Quel est votre avis sur l'usage d'une chambre de décontamination, chambre 40, pour des archives, donc des documents où les infestations peuvent se manifester en page à page? Une question de Charlotte Pocard. Ouais. Alors, je connais bien ce système qui a été mis au point par Page à Page Conservation. C'est un très bon système, notamment si vous avez des débuts d'infestation, donc de moisissures, car ça permet de vraiment faire descendre progressivement l'hygrométrie, donc vraiment de calmer et de mettre en pause l'infestation et donc dans un temps assez long. Et, euh, et par la suite, après, vous pouvez effectuer un dépoussiérage et une quarantaine en prévision pour voir si vraiment l'infestation est endiguée. Vous pouvez, donc c'est une prestation, elle peut venir avec la chambre 40 qui ressemble à une armoire en fait. Il y a différentes tailles selon la quantité à traiter. Mais il me semble que vous- ça va être vraiment des petites infestations, dans le sens où les armoires, ça va peut-être pouvoir contenir plusieurs tablettes, mais pas beaucoup plus, quoi. Mais par contre, ça peut être très bien. Quand vous avez une petite infestation, ce sera sûrement moins onéreux que de les envoyer avec un traitement plus lourd, un rayon gamma, etc. Notamment qu'il y a aussi des frais de transport à prévoir dans ces cas-là. Je sais que certains vous pouvez aussi l'acheter en fait, cette chambre 40 sur Promuseum, je crois. Euh, il me semble que quand vous l'achetez, vous avez un module pour comprendre comment l'utiliser. Et plusieurs institutions s'en sont dotées pour justement être autonomes quand ils sont face à des petites infestations de moisissures. Mais aussi quand vous avez par exemple des petits dégâts des eaux, que vous avez des ouvrages assez humides et que vous voulez les faire redescendre progressivement en taux d'hygrométrie et donc de fait empêcher une installation d'infestation de moisissures. Donc je valide en tout cas la chambre 40, c'est un très bon procédé et c'est une très bonne alternative aux rayons gamma ou enfin voilà, pour certaines quantités en tout cas c'est assez intéressant comme système. Merci, Morgane. Si vous avez d'autres éléments à d'autres questions, enfin d'autres interrogations sur la même question, vous pouvez aussi les mettre dans le chat. Mais là, voilà, Charlotte vous remercie pour votre réponse. Une question de Sylvie Bouchera. Combien de temps pour une mise en quarantaine d'ouvrage avec suspicion de moisissure? Bah, je dirais on peut partir sur 40 jours, quarantaine, 40 jours. Ouais, on peut les mettre à l'isolement. On essaye. Alors, ça peut être intéressant de prendre peut-être quelques photos, voir si les taches ne bougent pas ou s'agrandissent. Mais c'est toujours pareil. C'est un peu délicat parfois de manipuler des ouvrages infestés avec les spores. Mais en moyenne, 40 jours. Et puis après, on refait un bilan au bout des 40 jours. Ok, merci. Donc, Charlotte, je vous remercie pour votre réponse. Alors, j'ai demandé à la personne de se renommer, mais je ne peux pas vous dire son nom. Donc, c'est un utilisateur de Zoom, on aurait pu l'imaginer. Mais en tout cas, qui dit: Bonjour, j'ai déjà eu la présence de PSOC à l'atelier. Qu'en est-il des huiles essentielles pour contrôler ou éliminer ce type d'insectes?
Merci pour votre réponse. Je connais pas très bien, enfin, je sais que pendant un temps, on en a pas mal utilisé. Je pense notamment au tea tree ou à certaines autres huiles essentielles qui ont des vertus pour repousser un peu les insectes parce que l'odeur les insupporte. Je dirais que, enfin, il y a assez peu de retours là-dessus et en plus, s'il s'agit d'un atelier assez grand. Euh, Moi, enfin, je pense qu'il faut quand même beaucoup d'huile essentielle et puis au bout d'un moment, le principe actif de l'huile essentielle s'évaporise très vite. Je suis plutôt partisane d'un très gros nettoyage et de piégeage que d'huile essentielle, personnellement. Je pense que ce sera plus efficace. Et donc, c'était donc Cindy Landry. Merci d'avoir remis votre nom restauratrice du patrimoine. Donc, c'était sa question. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitiez poser ou dans le chat ou de vive voix? Ou est-ce que Morgane a répondu à toutes vos questions? Non, pas encore. Donc, Eva Delcourt, Centre de documentation et d'archives. Vous pouvez Bonjour, déjà merci pour, cette présentation. Alors j'avais une petite question, dans certains de nos ouvrages, un peu anciens, après un petit dépoussiérage, des fois on retrouvait soit des petites auréoles, ou alors des petits dépôts un peu noirâtres qui ressemblaient un peu à de la poussière et en le gommant avec une gomme, vous savez, les gommes spécifiques, je me souviens jamais du terme, les gommes Les gommes spécifiques qui latex? n'enlèvent pas, qui n'abîment pas l'encre. Pardon? Les gommes, les smoke sponges, les gommes latex? Oui, voilà, c'est ça. Ces petites gommes-là. Quand on gomme, c'est une sorte de petite poudre savon, mais ça laisse une légère petite trace noirâtre. Est-ce que ça doit nous mettre un peu la puce à l'oreille pour surveiller ou c'est vraiment Alors, juste la poussière classique? justement, alors, on peut, disons que c'est souvent des vieilles infestations de moisissures. Après, Mhm. faut être un peu vigilant, mais faut pas s'enflammer trop vite parce que souvent les mycéliums sont morts ou sont vraiment très secs et le dépoussiérage, ça enlève les dernières traces. Mais non, normalement, il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter, mais voilà, il faut vraiment que ce soit très sec et peut-être noter si vraiment vous en avez une quantité assez importante dans un ouvrage ou une série d'ouvrages. Ça peut être bien de le noter quelque part quand même et d'y revenir peut-être dans les semaines qui suivent pour vraiment être sûr qu'une fois que c'est dépoussiéré, c'est ça entre guillemets et normalement bon bah voilà là on peut dire que c'était une ancienne infestation. Normalement souvent c'est ça. Mais parfois on a aussi des moisissures qui ont un dépôt noir comme ça et en fait elles sont actives. Et ça, il n'y a qu'un prélèvement avec un autodiagnostic dans une boîte de pétri qui pourra le démontrer. Ok. Ben, je vous remercie. De rien. Morgane, est-ce que vous pouvez redonner le nom du prestataire dont vous avez parlé à Grenoble? Ouais, je vois que c'est un nucléaire, voilà. Ah oui, c'est Charlotte un nucléaire, Leclerc, voilà. ouais. Ça Donc y est. c'est une institution publique qui propose des prestations de facturées de désinfection au rayon gamma, donc pour tout ce qui est moisissures, bactéries, mais aussi anoxie pour tout ce qui est insectes. Et après, ils ont aussi toutes des procédés de traitement pour les bois archéologiques. Ils sont assez polyvalents. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a encore une question pour finir? Il est midi moins 10. Non, plus de questions? Eh ben, écoutez, moi j'ai appris plein de choses sur les moisissures, Morgane, merci. Merci à vous. J'espère ben, que toutes les bibliothécaires, tous les bibliothécaires aussi ont appris plein de choses. Et ben, merci à vous. Euh,
Non, je croyais qu'il y avait une autre question. Eh bien, non, une autre question. Ah si, Sophie, on vous laisse la parole. Ah non, 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 c'est pas une question, c'est un pouce levé, excusez-moi. Voilà. Bon, bah, beaucoup de remerciements en tout cas, Morgane. Merci à vous. Et puis, je vous rappelle que le prochain numéro du 11-12 portera sur Open Plus en médiathèque. Il aura lieu le 6 novembre. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours proposer vos sujets sur l'outil La Parenthèse qu'on a mis dans le chat en début de séance. Donc, merci pour votre présence à ce 11-12 et puis merci beaucoup, Morgane, pour cette intervention. Merci à tous d'être venus. Bonne Merci. journée. Merci et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.